et je vais donner la parole à Hermine pour ce thème où c'est la première fois que nous l'abordons au sein de la FQP. Hermine, la parole est à vous. Eh ben, merci Valérie. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, je suis Hermine Balesdan, je suis consultante juriste QHSE. Donc, c'est à titre de juriste que je vais faire cette présentation parce que j'ai bien peur que parfois l'aspect conformité réglementaire des produits soit un petit peu oublié. Donc, 1 heure, ça va être un petit peu court pour gérer pour traiter l'ensemble du sujet. Donc, je vais être obligée de passer assez vite sur chaque sujet. Donc, ben, on revient toujours hein, à l'essentiel. Pourquoi le droit hein. Voilà, donc on va faire un petit point sur la place de la conformité réglementaire dans la norme ISO 9001. On va faire un point sur l'obligation générale de conformité et l'obligation générale de sécurité. On va voir qu'il y a des textes sectoriels. Ces textes sectoriels peuvent être appuyés par des normes techniques. On a la conformité des produits à REACH. On a l'accessibilité de certains produits et de certains services aux personnes en situation de handicap. On a la question des emballages. Hein. Les emballages, c'est un gros point de la conformité des produits parce que pour certains produits, ben, l'emballage, il est partie inhérente du produit. On a la conformité tout au long de la vie du produit, l'information des consommateurs, et puis bah, les risques. Hein, qu'est-ce qui se passe pour une entreprise s'il y a une non-conformité et comment on peut faire pour gérer ces non-conformités. Donc, eh ben, on a le principe général, hein, le droit, ben, on l'applique. Les droits des uns sont les devoirs des autres. Et ben, nul n'est censé ignorer la loi et le non-respect de la loi a des conséquences. Donc ça, c'est du gros basique, mais ensuite, on va l'appliquer à la conformité des produits. Donc, je ne sais pas si toutes vos entreprises sont certifiées ISO 9001, mais dans le cadre de la norme ISO 9001, en fait, c'est un des objectifs en fait de la norme, la conformité. Donc, dans la norme ISO 9001, il y a un objectif général de conformité aux exigences, donc aux exigences du client, etc., et aux exigences des parties prenantes et tout. Et parmi ces parties prenantes, eh bien, il y a le consommateur final, il y a l'État, il y a, voilà, donc la loi en fait partie, puisque le principe, c'est que normalement, la loi garantit l'intérêt général. Donc, il peut être d'intérêt général à ce que les produits soient encadrés de façon à assurer la sécurité. Donc, c'est donc une demande des parties intéressées, hein, le respect par le consommateur final qui n'a pas envie de s'intoxiquer avec un produit qui serait pas conforme parce que toxique. Et puis, donc, la norme ISO 9001 prévoit dans tout son déroulé, en fait, hein, qu'on doit intégrer les exigences légales et réglementaires au niveau de la conception et du développement, qu'on doit les intégrer au niveau du service après-vente. Donc, on va voir par la suite, par exemple, les nouvelles règles applicables à la mise à disposition des pièces détachées, par exemple, et les règles de durabilité et de réparabilité. Et bien évidemment, dans le cadre de votre suivi des prestataires, vous devez également surveiller que vos prestataires eux-mêmes respectent la réglementation. Donc, ces données, elles doivent être tenues à jour et vous devez ensuite bah, les réintégrer dans vos processus. Donc, quel est ce socle fameux de la qualité des produits et des services? Donc, en France, c'est le code de la consommation. Donc, le code de la consommation, a priori,
Il ne s'applique que dans le cas d'une relation entre une entreprise et un consommateur final, le consommateur final étant défini comme une personne, un individu, enfin un citoyen et non pas une autre entreprise. Mais ça s'étend en fait, puisque on va voir par la suite que en fait, dans le code de la consommation, les textes d'application du code de la consommation, ça va être tous les textes européens qui, eux, peuvent s'appliquer également à des produits qui sont à destination des entreprises. Vous m'interrompez si je ne suis pas claire, s'il y a des notions que vous ne comprenez pas. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu technique, ces notions de consommateur final, etc. Donc, vous n'hésitez pas à me dire si vous ne me comprenez pas, ce qui serait quand même embêtant. Donc, dans le code de la consommation, en fait, on a une obligation générale, en fait, de sécurité, hein. Donc, dès la première mise sur le marché, les produits et de conformité, Ouais, c'est pardon. ça. Ouais. Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Donc, le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. Donc, le responsable de la mise sur le marché, ça va être le fabricant quand il est sur le territoire français ou un importateur, hein. Donc, il y a à l'heure actuelle des énormes problèmes avec la vente en ligne, hein. Les produits qui viennent de Chine, qu'on achète sur des sites en ligne et qui ne passent absolument jamais par les procédures de validation de conformité, hein. Ils sont dans le collimateur de la DGCCRF parce que c'est jamais contrôlé. Donc, on a cette obligation générale de conformité. Donc, ça, c'est une obligation générale de conformité. Et on a un texte spécifique pour la sécurité. Donc, on avait auparavant donc, une directive générale et ensuite qui était déclinée par des textes particuliers. Maintenant, on a le nouveau règlement 2023-988, en fait, relatif à la sécurité générale des produits. Donc, ce règlement pose les bases de comment on peut accéder à la sécurité d'un produit. Donc, ce texte s'applique aux produits, en fait, qui sont susceptibles en fait de générer un risque. Donc, ça peut être, donc déjà, on a tous les risques électriques, bien évidemment, tout ce qui peut être tranchant, etc., hein, voilà. Donc, le texte, celui-là, il est général et il va être décliné. Donc, il remplace des textes qui sont déjà existants et au fur et à mesure, les nouveaux textes d'application vont remplacer les anciens textes. Mais pour l'instant, on est toujours sur les anciens textes et on va les voir prochainement. Donc, en fait, chacun, en fait, dans la chaîne d'approvisionnement, a son rôle à jouer, hein. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était le responsable de la première mise sur le marché qui s'assure, hein, de la conformité. Mais après, les distributeurs, toutes les personnes qui ensuite peuvent avoir connaissance, en fait, d'un problème de sécurité sur un produit, ont l'obligation de le dénoncer, en fait, hein. Et du coup, non, c'est pas soit, c'est si le produit est toujours chez eux, ils doivent le bloquer, informer le fabricant qu'il y a un problème et informer la DGCCRF qu'il y a un problème. Si le produit a déjà été mis sur le marché et qu'il a déjà atteint le consommateur, à ce moment-là, on est dans le cadre d'une procédure de retrait, de rappel et de retrait, qui est une procédure très coûteuse, hein. Tout va bien, je continue? Parfait. Oui. Donc, Ouais. merci. Donc, du coup, eh bien, je reviens. Je ne savais pas que j'avais fait un petit, mais voilà. Donc, je reviens sur ce fameux texte, hein. Donc, je l'ai déjà développé. Donc, ce n'est pas la peine que j'y revienne. Donc, ensuite, on a ces fameux textes sectoriels. Donc, on a ce qu'on appelle la législation harmonisée au niveau européen de certains produits.
Donc, la législation harmonisée, donc c'est pareil, au départ, c'était une directive qui a été remplacée par le règlement cadre 2019-10-20. Donc, on rappelle que l'objectif de l'Union européenne, c'est d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. Donc, l'Union harmonise les réglementations des États, pas dans un objectif humaniste, hein, dans un objectif d'assurer l'égalité de traitement, en fait. Donc, puisque si tous les États doivent mettre en œuvre les mêmes règles, du coup, ça assure le fonctionnement du marché. Donc, on a la législation harmonisée au niveau européen, donc le règlement cadre 2019-10-20, dans lequel ce règlement va fixer la liste des produits qui sont concernés. Donc, il y en a 60, entre 70 et 75. Je crois que les derniers textes en ont rajouté deux. Donc, on va avoir les véhicules, les équipements de travail, les réservoirs de produits chimiques, les équipements utilisés en ATEC, les cosmétiques, les détergents, les fibres textiles, les jouets. D'accord? Donc, s'il y en a parmi vous qui sont concernés, voilà, qui produisent ce genre de produits, du coup, vous savez que vous avez des textes qu'il faut suivre. Et on a bien évidemment donc d'autres textes spécifiques. Donc la sécurité des denrées alimentaires, donc que je ne vais pas traiter aujourd'hui parce que la sécurité des denrées alimentaires, c'est le paquet hygiène, donc en soi, c'est déjà des milliers d'octets, donc on ne va pas le traiter. Et il y a eh bien, la réglementation des substances chimiques. Donc, le règlement REACH, il va déterminer les conditions de mise sur le marché des substances chimiques, mais ce faisant, il réglemente également l'utilisation de ces substances dans des produits qui vont ensuite être mis sur le marché. Donc, il y a une slide tout à l'heure sur REACH puisque, à mon avis, on oublie ça un petit peu trop souvent. Et on a bien évidemment les médicaments. Donc, dans certains cas, le texte prévoit le marquage CE. Donc, le marquage CE, il valide en fait le respect de la norme, du processus de vérification de la norme. Donc, le processus de vérification, il peut être interne, c'est-à-dire une auto-validation en interne, ou il peut être externe. Donc, c'est le texte lui-même qui précise quel est le processus de vérification. C'est bon? Et donc, on a les normes techniques. Donc, les normes techniques, elles sont intimement liées, en tout cas en ce qui concerne les normes européennes, elles sont liées aux normes harmonisées. Donc, par exemple, dans le cadre du dispositif des normes harmonisées, le texte va poser des principes généraux pour assurer la sécurité des produits. Et les normes, ensuite, si vous produisez ce produit en vous appuyant sur des normes techniques, c'est une présomption de conformité au texte supérieur. Est-ce que je suis claire? L'utilisation de la norme technique est une présomption de conformité pour les textes que la norme met en application. D'accord? Donc, les normes techniques, elles ne sont pas nécessairement obligatoires, mais par contre, si vous les utilisez, ça vous garantit en fait la conformité. Voilà. Donc, et après, certaines sont obligatoires. Alors, il y en a de moins en moins, mais puisque en France, par exemple, le gouvernement est en train de toutes les supprimer. Elles Voilà. sont certifiables, ces normes, Hermine? Et ben du coup, du coup, alors, c'est possible. Par exemple, on peut certifier. Il y a la certification de conformité.
Ça, c'est un dispositif français, effectivement. Mais là, ce dispositif-là, c'est plutôt les normes techniques dans le cadre des normes harmonisées européennes. Mais effectivement, il y a le dispositif de certification aux normes, effectivement, qu'on peut, mais qui ne sont pas forcément ces normes-là. Par exemple, le dispositif de certification, c'est par exemple dans le cadre des labels privés. Par exemple, si vous avez un label privé, parce que vous avez des labels officiels, le label écologique de l'Union européenne, par exemple, donc lui, il est certifiable, mais il n'est même pas certifiable d'ailleurs, c'est même pas certifiable. Mais si vous avez d'autres labels, par exemple, qui sont des labels privés, donc eh ben, ils sont certifiables par le respect. Il y a un organisme qui va s'assurer que l'on a bien respecté le cahier des charges. Et il y a également des normes AFNOR, les normes NF, elles sont certifiables. OK? Et là, donc, tout est possible, en fait. C'est un gros panel. Mais là, du coup, ce dont je vous parle, effectivement, c'était plutôt les normes techniques disons, qui s'emboîtent avec la réglementation harmonisée de l'Union européenne. On pourra y revenir s'il y a des questions tout à l'heure sur la certification de conformité. Parce que c'est un dispositif, ce n'est pas forcément très clair. Alors, la fameuse conformité des produits à REACH, donc je pense que ça vaut la peine qu'on reste un petit peu là-dessus. Alors, ce fameux règlement REACH, euh, c'est comme souvent les règlements européens, ils ne sont pas très clairs. Donc, le principe de REACH, en fait, c'était de, de, de d'évaluer en fait toutes les substances chimiques en fait qui sont mises sur le marché dans l'Union européenne. Donc l'idée c'était que toutes les personnes qui mettent sur le marché des produits chimiques doivent enregistrer ces substances en fournissant des informations, un nombre de données sur le produit, en fait. Hein. Donc, l'idée, c'était, il n'y a pas de données, il n'y a pas de marché. Donc, si vous n'avez pas enregistré vos produits, vous ne pouvez pas les mettre, enfin, les substances, pardon, vous ne pouvez pas les mettre sur le marché. Donc, la première phase, ça a été de faire rentrer en fait les informations dans le dispositif REACH. Ensuite, le dispositif REACH a permis d'évaluer en fait les substances. Et du coup, il y a des programmes hein, d'évaluation comme toutes les réglementations européennes. C'est toujours des fusées à plusieurs étages. Ça se veut très scientifique. Moi, il y a 50 ans, mes parents disaient on n'a pas de téflon parce que c'est cancérigène. Bon, maintenant, on sait que c'est cancérigène, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est une fusée à plusieurs étages. Donc, on est maintenant, il y a dorénavant des données de sortie, c'est-à-dire que toutes les substances qui ont été évaluées dans REACH ont donné des résultats d'évaluation, ben, comme quoi il y avait des substances qui étaient dangereuses. Donc, quand il y a deux manières de sortir, en fait, sortir des données de sortie dans REACH. On a la conformité à l'annexe 17, qui est l'annexe restriction. C'est-à-dire que dans cette annexe, et donc il faut la suivre, hein, quand on met sur le marché des produits, il faut savoir qu'il y a des substances qu'on ne peut pas mettre dans ces produits parce qu'elles sont limitées. Donc, les substances ne sont jamais, hein, en Europe, on n'interdit pas, elles ne sont pas interdites en tant que telles. Leur mise sur le marché n'est pas interdite. Par contre, leur utilisation est limitée. Elle est limitée ou bien à certains types de produits, ou bien elles sont limitées en concentration dans le produit final. Donc, il faut bien assurer une veille réglementaire sur le règlement REACH et notamment l'annexe restriction. Ensuite, on a les substances extrêmement préoccupantes et l'annexe 14. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que une fois que l'évaluation a été faite et que c'est rentré dans l'annexe 14, c'est facile, c'est rentré dans l'annexe 14, la substance, elle est interdite. Mais par contre, en fait, avant que la substance soit interdite dans le cadre de l'annexe 14, elle fait l'objet d'un processus d'évaluation
qui est un peu long et qui est l'inscription en fait de la substance à ce que l'on appelle la liste candidate. C'est-à-dire qu'il y a des États qui disent, ben moi, je pense que cette substance est extrêmement dangereuse et je souhaite la voir interdire. Et donc, on rentre cette substance dans le registre de la liste candidate. Mais en fait, donc c'est compliqué hein, parce qu'il faut la trouver, la liste candidate. Donc, elle est publiée sur le site de l'ECHA. Mais dès qu'une substance est rentrée dans la liste candidate, en fait, il y a des conséquences, c'est-à-dire que les personnes qui utilisent cette substance dans un de leurs produits, ils doivent le signaler et ils doivent étiqueter le produit mis sur le marché comme contenant cette substance. Donc, le suivi de REACH, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des textes particuliers pour des produits particuliers. Hein, donc, les médicaments, les cosmétiques, les industries pharmaceutiques, elles maîtrisent la réglementation, bien entendu, mais puisque du coup, ils ont aussi ce qu'on appelle les affaires réglementaires, etc. Donc, ils peuvent décemment pas se tromper, même si on verra tout à l'heure la publication des résultats des contrôles de la DGCCRF, ça fait peur hein, quand même, les résultats des contrôles quand on a des taux de non-conformité de 70%, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Donc, la conformité des produits à REACH, ça concerne en fait tous les produits manufacturés, hein, donc, puisque toutes les substances sont concernées. Hein, voilà. Est-ce que il y a des questions? Toujours pas? Bon, ben Non, ça va, merci. je continue. J'ai l'impression d'aller un petit peu vite et de faire du bourrage de crâne, mais voilà, mais bon, oui, on verra bien. Alors après, on a la question en fait de l'accessibilité de certains produits et services. Alors là, je l'évoque parce que il faut en parler, mais du coup c'est assez limitatif. Donc il y a les équipements, donc on a le matériel informatique et les liseuses et les terminaux grand public hein, pour accéder aux les distributeurs automatiques de billets ou de billets de banque ou de billets de transport. Et puis les services et commerces sur Internet. Donc, ça doit être accessible aux personnes handicapées. Donc, les exigences sont déclinées par l'arrêté du 9 octobre 2023. Donc là, du coup, il y a bien une déclaration de conformité. Hein. Là, c'est évaluable et ce n'est pas certifiable, mais c'est une déclaration de conformité du fabricant. Donc voilà, bon, ben là, je passe assez vite. Alors, la conformité des emballages. Alors, la conformité des emballages, on a eu un nouveau texte. Alors, attendez. On a eu un nouveau texte parce qu'en ce moment, y a eu pas mal de textes qui sont tombés puisque vous avez vu sur la sécurité des produits, règlement 2023 988, voilà. On a ce nouveau règlement emballage, donc qui date de le règlement 2025-40. Donc, il a refondu, hein, puisque tout existait déjà avant sous la forme de directive. Maintenant, l'Union européenne abandonne un petit peu le format directive et passe directement au mode règlement, ce qui est nettement plus simple, il faut bien le reconnaître. Donc, on a, bah, ça, enfin, les objectifs sont globalement les mêmes, mais un petit peu plus renforcés. Hein. On est toujours sur la réduction du plastique, la réduction en masse des emballages et la réduction en volume des emballages, favoriser le réemploi et la recharge et la mise en place des consignes. Donc ça devra être développé par les États, hein, bien évidemment. Ça ne pourra pas se mettre en place tout seul. Et les règles d'éco-conception des emballages. Donc le texte, comme tous les textes européens, c'est très précis et très scientifique, hein, avec des kilos, des pourcentages, des machins, des trucs. Hein. Donc, le texte prévoit, par exemple, qu'on doit supprimer l'air. On ne doit pas laisser d'air dans l'emballage pour limiter le volume de l'emballage.
Donc, du coup, il va y avoir une information, donc une suppression de certaines substances, voilà, des substances les plus dangereuses. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction totale des PFAS, mais il y a une limitation de la concentration des PFAS les PFAS, pardon, dans les emballages au contact alimentaire. Bon, mais fait ça sur les PFAS, c'est pas toujours clair puisqu'il y a la loi française qui vient d'être publiée, qui n'est pas tout à fait en accord avec le droit européen. Donc, je pense que ça va encore poser quelques petits problèmes. Voilà. Donc, ça va être. Et puis, il y aura des règles. Il faudra que tous les emballages à terme soient recyclables, etc. Donc, il va y avoir un étiquetage harmonisé hein, des emballages, une déclaration EU de conformité, voilà. Et donc, tout ceci, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a le système des REP, de la responsabilité du metteur sur le marché des produits. Et du coup, les emballages font partie d'une REP. Donc, c'est les REP qui devront mettre en place, en fait, tous les dispositifs de ce règlement. Donc, je ne sais pas si vous êtes concernés, là, les personnes qui participent, si vous êtes concernés par les emballages. Mais donc, ça, c'est pareil, c'est un règlement qu'il faut suivre. Donc, on attend, bien évidemment, il est très récent, hein, 2025-40, il a été publié au mois de janvier. Il faudra ensuite suivre tous les textes d'application, puisque, il va y avoir encore des textes d'application qui sont prévus. Alors, on a la vie des produits réglementés. Ça ne s'arrête pas, hein. Je veux dire, nous vivons dans un monde d'une extrême complexité et puis la réglementation essaye de réglementer la complexité en rajoutant un petit peu, mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc, nous l'avons vu, en fait, hein, nous avons les règles d'éco-conception, ça, on a vu, hein, donc, non, on l'a pas, non, non, ça, on a vu les règles d'éco-conception des emballages, mais pas les règles d'éco-conception des produits. Donc, pareil, un règlement récent, hein, le règlement donc 2024-1781 du 13 janvier 2024 qui s'applique à tout bien physique qui est mis sur le marché. Voilà, et donc qui devra euh, suivre des règles d'éco-conception. Donc ça, c'est pareil, en fait, c'est un règlement cadre qui va nécessiter des textes d'application produit par produit. Et dans l'immédiat, on n'a pas la liste des produits. Mais a été publié, alors, il me semble, est-ce que... Non, j'ai pas dû. Il me semble que dans le texte prévoit une série de produits, la liste des produits prioritaires, c'est-à-dire que pour que la Commission européenne décline en fait les obligations d'éco-conception produit par produit, elle a mis en place un programme des produits qui vont être les plus limites en ce qui concerne l'éco-conception. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va avoir les équipements électriques et électroniques. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est qu'un règlement cadre, hein, mais qui va, pareil, limiter les substances dangereuses, prévoir que ce soit recyclable, démontable, etc. On a l'interdiction de mise sur le marché de produits issus du travail forcé. Donc ça, c'est une obligation de suivi en fait de la chaîne, dans la chaîne de valeur, hein, de s'assurer que on n'a pas des matières premières que l'on utilise dans ces produits qui auraient été produites ou extraites par des personnes esclavagisées, hein. Donc on a eu un cas récemment d'une grande marque qui a été, euh, qui a été un petit peu secoué là-dessus. On a, eh bien, la vie du produit, elle est réglementée aussi par sa réparabilité, puisqu'on a un indice de réparabilité et un indice de durabilité. Donc ça, c'est une information du consommateur. Mais on a également
pour certains produits, la mise à disposition de pièces détachées qui est obligatoire pendant un certain nombre d'années après la mise sur le marché du produit. Donc, je ne sais pas si on peut avoir des exemples de produits qui sont concernés. Donc, on va avoir les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes, les équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs, les équipements et les électroménagers et le matériel médical. D'accord? Mais ce que c'est ça, donc il y a la réglementation qui liste les produits qui sont concernés, mais bien évidemment, on peut se dire aussi que dans le cadre d'une politique RSE, on peut intégrer, bien entendu, la réparabilité de tous les produits qu'on met sur le marché. On peut dire, bah, on assure aussi que nos produits soient réparables afin d'assurer leur vie sur le long terme. Et puis, bah, la fin de vie des déchets, eh ben, elle est également réglementée, en fait, hein, puisqu'on a la responsabilité élargie du producteur, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits dont la liste est définie par la loi, qui font l'objet d'une responsabilité élargie du producteur. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, il y a également des règles d'éco-conception et les fabricants qui mettent sur le marché ces produits doivent ensuite adhérer à un organisme ou alors mettre en place une filière individuelle. Donc souvent, pour les véhicules, les metteurs sur le marché, les fabricants de véhicules, ils ont des filières individuelles, mais la plupart du temps, c'est des écosystèmes. Hein, voilà. Donc, les fabricants, ils payent en fait une écotaxe, voilà, de façon à ce que l'éco-organisme assure pour eux, en leur nom, le recyclage des produits qui sont mis sur le marché. Et il y a également donc une réglementation sur l'information du consommateur. Donc c'est une réglementation française, hein, qui date de 2023. Donc, on a vu donc la réparabilité, la durabilité, ça on l'a vu. Et il y a donc l'information sur la compostabilité des emballages. Il y a l'information sur l'incorporation de matières recyclées dans certains produits, l'emploi de ressources renouvelables, la possibilité de réemploi, la recyclabilité de certains produits. Donc, c'est limitatif, hein, le décret. Donc, ça, c'est dans le Code de l'environnement. Le décret prévoit la liste des produits qui sont soumis à cette obligation avec les mentions que l'on a le droit d'utiliser dans certains cas. D'accord? Donc, la présence de métaux précieux, puisque du coup, ça, c'est un enjeu, hein, les métaux précieux, les terres rares, etc., puisque on a un peu du mal à les recycler. Et puis, bien évidemment, la présence de substances extrêmement préoccupantes, donc la fameuse liste candidate. Hein. Et puis, la réglementation française donc, a prévu également l'information des consommateurs sur la présence des perturbateurs endocriniens. Donc, je ne sais pas où on en est de la mise en œuvre de cette réglementation, mais personnellement, j'ai quelques petits doutes. Voilà. Donc, la réglementation, elle est très précise, hein, avec des listes de produits, etc. Par exemple, pour, les perturbateurs endocriniens, donc il y a une liste qui a été fixée par arrêté et il y a l'ANSES qui travaille régulièrement sur la question de la mise à jour des perturbateurs endocriniens. Donc, on fait la distinction entre les perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés. Donc voilà, on a évidemment l'information sur la traçabilité de l'origine géographique des produits. Et on a la question des microfibres plastiques, puisque dorénavant, les produits textiles d'habillement ou de linge de maison doivent indiquer, on doit informer le consommateur que ça rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage. Donc voilà sur la fin de vie des déchets, donc enfin la vie des produits et leur fin de vie. C'est bon?
je vous fatigue pas trop. Donc, on a vu donc l'information. Alors, on a d'autres règles d'information puisque en dehors de ce que l'on vient de voir, on n'a pas d'obligation générale d'informer le consommateur, hein, en fait. Et l'information des consommateurs, donc dans le code de la consommation, on n'a pas d'information, on n'a pas d'obligation générale dans le code de la consommation. On a l'information que l'on vient de voir, en fait, qui est une information qui est dans le code de l'environnement. Voilà, la loi PIFAS, elle a été mise dans le code de l'environnement alors qu'il s'agit plutôt d'un problème. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. On met plein de choses dans ce code de l'environnement, mais voilà. Donc, en fait, après, chaque texte spécifique va prévoir ses modalités d'information, en fait, en fonction de la problématique, en fait, hein. Donc, à chaque fois, donc, dans les textes européens, on retrouve le numéro, enfin, la traçabilité du produit, la traçabilité du produit, la traçabilité du fabricant ou du metteur sur le marché, et puis des instructions d'information de sécurité, en fait, quand il s'agit de la sécurité, ou quand ça, pour ce qui a été du nouveau règlement éco-conception, la traçabilité des substances dangereuses et l'information sur la durabilité. Donc on voit, et c'est pas la première fois, en fait, on a un petit problème d'articulation en fait entre les textes européens et les textes français en fait. Donc les textes français, enfin, il y a eu pas mal de textes assez important, hein, assez novateur en France sur la question de l'information des consommateurs sur la présence de substances dangereuses, notamment les perturbateurs endocriniens. Donc là, le problème en fait auquel les producteurs vont se heurter, c'est l'articulation entre les textes européens et puis les textes français, hein. Déjà, quand il faut qu'on fasse une synthèse entre les textes sur les PIFAS, par exemple, c'est déjà un petit peu compliqué puisque les approches ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, sur l'information des consommateurs, ben là, ça va se bousculer. Donc, pour l'instant, le texte français, il est un petit peu plus en avance et il va arriver à un moment donné, quand les textes d'application des règlements européens vont être publiés. Il est possible qu'on soit un peu en retard, on ne sait pas, mais enfin, bon, bah, toujours est-il qu'il faut s'y préparer, hein, voilà. Et voilà. Alors, du coup, les risques des non-conformités des produits. Alors là, je suis un petit peu, disons, voilà, je dis au niveau de la certification, aucun. Alors, c'est un petit peu agressif de ma part, mais c'est vrai que en fait, moi, je n'ai jamais vu un auditeur demander à un client est-ce que vous faites de la veille réglementaire sur les produits que vous mettez sur le marché? Donc voilà, donc je ne sais pas. Après, toutefois, il y a quand même un risque, hein, il y a un risque pénal et civil. Donc, si vous produisez des produits qui relèvent de l'ancienne directive sécurité des produits ou de nouveaux règlements et que le produit il est défectueux et qu'il crée, par exemple, si c'est un produit électrique et qu'il y a un court-circuit ou une électrocution, etc., et qu'il y a des atteintes aux biens et à la personne, ben, là, vous pouvez être traîné devant le tribunal. Et voilà, donc il peut y avoir des dommages et intérêts qui sont très importants, en fait, hein. Et donc, même en cas d'absence, en fait, en cas d'absence d'accident, s'il y a un contrôle de la DGCCRF et qu'il y a, même s'il n'y a pas eu d'accident, hein, mais un contrôle de la DGCCRF démontre qu'il y a eu une non-conformité, donc une non-conformité à REACH, donc comme je vous disais tout à l'heure, ou bien une non-conformité à l'annexe restriction ou à la liste candidate, ben, c'est 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et une non-conformité à un texte qui rend le produit dangereux, pardonnez-moi, il y a une petite faute d'orthographe, c'est 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Donc, c'est pas rien.
Donc, on a là et la réparation d'un dommage. Donc, a priori, voilà, une responsabilité automatique. Donc, ça, j'ai pas creusé cette directive, pardonnez-moi. Le droit de la responsabilité, c'est pas mon domaine. Moi, je fais le droit réglementaire de la conformité, mais le droit de la responsabilité, je fais pas. Donc, du coup, j'ai pas creusé cette histoire de la directive de la responsabilité automatique du fait des produits dangereux. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et on a vu tout à l'heure que si jamais on se rend compte qu'il y a un produit mis sur le marché qui n'est pas conforme, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien le produit il est toujours en fait stocké sous la responsabilité du fabricant, ou alors il a été mis déjà à disposition du consommateur et il a atteint le consommateur, alors il faut faire une procédure de rappel et du coup, ça peut être un petit peu coûteux. Hein. Et puis, enfin, parce qu'il faut donc informer le consommateur qu'il y a cette procédure. Donc, je ne sais pas si vous voyez parfois dans vos marchés, il y a des petites un étiquetage. Euh, le règlement que l'on a vu tout à l'heure sur la sécurité, il a prévu une procédure. En fait, il a prévu un enregistrement. En fait, il a prévu un enregistrement des consommateurs, en fait, et qui permettrait d'informer automatiquement. Vous savez, parfois, on vous demande quand vous achetez un produit au nom du fait que vous allez bénéficier comment on appelle ça, de la garantie, en fait. On vous demande de votre nom et votre adresse, etc. Donc là, le règlement, il a réglementé cette pratique de façon à ce qu'elle soit conforme au RGPD. Parce que moi, personnellement, je ne donne jamais mon nom et mon adresse quand j'achète quelque chose. Voilà, donc ça va être encadré dorénavant. Et puis, bien évidemment, eh ben, il y a une atteinte à l'image. Hein, je veux dire, donc s'il y a un petit battage médiatique sur le fait que, ah bah tiens, on a trouvé tel produit, pas, enfin voilà, ça peut faire du bruit. Et bon, bah, ça dépend après dans quelle mesure la presse ou les médias s'en occupent, s'en emparent en fait. Hein. Donc, on va pouvoir donc. Alors, comment prévenir? Alors, excusez-moi, avant de regarder ça, donc j'ai regardé ce matin. Donc, par exemple, 16 décembre 2024, 220 000 jouets détruits pour des raisons de sécurité. Donc, je suis sur le site de la DGCCRF. Hein. Donc, la DGCCRF publie en fait les résultats de ces études. 10 décembre 2024, bijoux et montres fantaisie, manque de rigueur des professionnels en matière de sécurité chimique. En 2023, la DGCCRF a mené des contrôles auprès de 883 professionnels concernant la sécurité des bijoux et montres fantaisistes. 104 produits ont été analysés en laboratoire, révélant parfois des dangers pour les consommateurs du fait de la présence excessive de certaines substances chimiques. Voilà, donc ça continue comme ça. Plastique à usage unique interdit. Un professionnel contrôlé sur 5 ne respecte pas ses obligations. Un indice de réparabilité encore parfaitement établi chez les professionnels contrôlés. Enfin voilà, hein, donc les non-conformités des produits, ça occupe les professionnels de la DGCCRF. Donc c'est pas rien en fait, hein, c'est pas rien. Donc il y a des non-conformités qui sont pas graves et puis ben, une non-conformité sur les produits chimiques, une non-conformité sur la sécurité voilà, ça peut avoir des conséquences et là, on a un petit point sur les conséquences. Alors, comment prévenir? Ben, à mon sens, il faut mettre en place une veille réglementaire hein, sur la conformité des produits ou des services selon votre situation. Alors, évidemment, pour les services, c'est moins enfin, ça dépend. En fait, ça dépend quoi, hein, puisque moi, avant, j'avais les remontées mécaniques
comme client. Donc, pour le service, c'est les remontées mécaniques, hein. Donc, c'est bien réglementé, en fait, hein, puisque la sécurité du domaine skiable et la sécurité des remontées mécaniques, c'est réglementé. Donc, il y a bien la sécurité des services. Et on l'a vu tout à l'heure, par exemple, il y a l'accessibilité aux personnes handicapées, la nécessité de l'accessibilité au site Internet. Donc, ça existe bien. Donc, il faut mettre en place une veille réglementaire, l'intégrer dans la démarche qualité, assurer la traçabilité des entrants, bien entendu, puisque on a vu que donc il y a la REACH, il faut s'assurer que vos entrants ils sont conformes à REACH. Et moi, j'ai vu des choses dans des entreprises. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, ah, est-ce qu'on est conforme à REACH? Et puis, il y a quelqu'un dans un bureau qui se fait une petite certificat de conformité à REACH sans, voilà, sans savoir, hein. Donc, non, voilà, faut exiger les preuves, hein. C'est comme un audit 9001, on exige les preuves, hein. Donc, voilà. Et puis, la traçabilité des entrants aussi au titre du nouveau règlement sur l'interdiction du travail forcé, c'est-à-dire que les matières entrantes ne doivent pas être issues du travail forcé. Donc, il faut bien avoir les preuves de ça, hein. Et puis, bah, suivre les programmes de contrôle des pouvoirs publics, ça peut donner aussi, alors là, c'est plus, par exemple, donc, la DGCCRF, elle va publier chaque année son programme de contrôle, c'est-à-dire que en fait les programmes de contrôle ils sont déterminés au niveau européen, c'est pareil pour l'alimentation, et ensuite ils sont déclinés dans les États par les services en fait, hein. Donc ils vont décider, eh ben, cette année on va porter une attention particulière à tel produit. Donc ça vous donne une indication, non pas que voilà, mais ça peut aider à voilà de suivre les programmes. Donc vous allez voir sur le site de la DGCCRF et vous pouvez suivre les programmes. Et il faut également, on peut suivre les alertes et les rappels en fait sur Rappel Conso et SafetyGate et RASF pour les denrées en fait. Donc ça peut donner aussi une indication de se dire ah ben tiens tel produit il est souvent soumis à tel problème. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous produisez un produit similaire par exemple, vous dire ah ben tiens il y a manifestement sur ce produit un problème récurrent et donc nous, on doit faire attention. Donc, rappel conso, donc c'est le rappel conso, il y a deux, hein, il y a deux rappels conso. Donc, il y a le rappel conso pour les professionnels et ensuite, il y a l'interface pour les consommateurs, hein. C'est deux interfaces différentes. Et SafetyGate, en fait, c'est la nouvelle plateforme européenne, en fait, puisque avant il y avait RASFF pour les denrées alimentaires, c'est-à-dire que quand il y avait un État, en fait, qui avait connaissance en fait d'une non-conformité d'une denrée alimentaire, il informait les autres pays européens de la non-conformité par le biais du réseau RASSF. Et maintenant, il y a le même réseau avec SafetyGate, en fait, par lequel, en fait, les États, donc, en fait, les producteurs rentrent les données sur Rappel Conso, en France, hein, sur Rappel Conso, et ensuite, les États le répercutent sur SafetyGate, en fait. Donc, ce qui permet, puisqu'on est sur un marché européen, hein, donc ce qui permet de faire circuler l'information des non-conformités au niveau européen. Voilà. Donc, j'ai terminé au pas de charge, hein, mais bon, le sujet est un petit peu dense. Donc, en fait, j'ai tout, je ne crois pas avoir j'ai oublié quoi que ce soit, en fait, hein. J'ai fait le tour de tout, mais d'une manière, bien évidemment, tout à fait survolée. Donc, voilà, hein. Donc on a vu que les règles qui encadrent les produits, elles sont nombreuses et variées, et d'une façon ou d'une autre, tous les produits sont concernés, ne serait-ce que par le biais de REACH, hein. Donc elles peuvent concerner divers aspects du produit, les sources sont variées, les conséquences sont importantes. Par ailleurs, donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans des politiques RSE. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on intègre la politique RSE dans la politique QHSE parce qu'on ne va pas, enfin, je veux dire, voilà. Donc, si on limite les substances dangereuses dans le cadre de la politique QHSE, on n'est pas mauvais en termes de RSE.
Donc voilà, donc moi, mon point de vue, c'est que la conformité réglementaire des produits et services n'est pas à négliger. Voilà, écoutez, j'ai terminé. Donc, comme il nous reste un petit moment, eh bien, écoutez, si vous avez des questions, profitez-en. Alors, qui pose la première question? Je me lance alors, bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour. C'était juste très intéressant. Merci pour le entre guillemets pour cette présentation. Moi j'avais deux points que je voulais peut-être un peu déployer aussi. Vous avez parlé de tout ce qui était rich, donc très bien. Nous on est plus on fabrique. Enfin moi je suis sur tous les produits électroniques, donc je suis vraiment attentif par rapport au ROHS. Je voulais juste un petit point de différenciation entre le rich et le ROHS dans un premier temps. Et puis après, si on pouvait parler aussi du CMRT, alors parce que vous parliez de tout ce qui était entre guillemets le CMRT, donc le conflit minéral, de vérifier entre guillemets que les approvisionnements ne viennent pas aussi d'endroits où on respecte pas tout ce qui était travail des mineurs ou choses comme ça. Mais le CMRT, est-ce qu'il englobe aussi ça ou pas du tout? C'était un peu voir aussi la globalité. Voilà. Alors, bonjour. Alors, donc, Ross, en fait, donc effectivement, les produits électriques et électroniques sont soumis à la directive Ross. La directive Ross, comme son nom l'indique, est une directive et donc elle n'est pas directement applicable dans les États. Donc, la directive Ross, ensuite, elle est mise en œuvre par des textes européens, donc des textes nationaux. Donc, la directive Ross, en fait, elle est transposée dans le Code de l'environnement, d'une part. Et pour peu que j'ai pu en voir, en fait, les restrictions qui sont prévues, donc les fameuses restrictions de l'annexe restriction, en fait, tout ce qui a été je bafouille, excusez-moi. Donc, les substances qui sont limitées dans le cadre de la directive Ross, elles ont été réintroduites dans l'annexe restriction de REACH. Mais je ne vous cache pas que il faut faire, je n'ai jamais fait la comparaison substance par substance, hein. Donc, voilà. Donc, à mon sens, je pense que l'annexe REACH devrait suffire, mais c'est à vérifier, en fait. Voilà. Ensuite, donc vous avez raison. Alors, il y a un règlement. Enfin, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, l'autre, le, enfin, le règlement sur le travail forcé, c'est pas le même que il y a un autre règlement effectivement sur les matériaux, etc. Et celui-là, j'en ai pas parlé. Vous avez raison. C'est une limite effectivement. Parce que là, D'accord. on va loin parce que du coup, là, on est vraiment sur une réglementation qui est quand même beaucoup plus RSE, mais vous avez raison, il faut que je creuse sur le sujet, donc je ne peux pas. Redites-moi, c'était quoi votre question par rapport à ça? En fait, le CMRT, là, le conflit minéral, alors j'ai plus Oui, oui. l'abréviation. En fait, nous, on nous demande de plus en plus de vérifier aussi ce critère-là. Donc, apparemment, c'est un questionnaire qu'on peut récupérer et qu'on demande aux sociétés, à nos fournisseurs de se justifier comme quoi ils sont en conformité par rapport à la récupération des minerais, donc dans des zones voilà sensibles et donc le respect de ces États qui respecteraient pas. Donc voilà, enfin c'était un peu voir la globalité parce que nous moi je me cherche beaucoup par rapport à la demande de conformité de mes fournisseurs et qu'est-ce que je leur demande par rapport aux produits qu'on a. Donc voilà, là on a commencé à rentrer dans le CMRT, donc je vais commencer à demander à mes fournisseurs de justifier qu'ils sont en conformité par rapport au CMRT. On le fait sur le ROHS, on le fait pas spécialement à 100% sur le Reach, mais voilà, parce que nous on a plus de produits électroniques, donc on a justifié au début qu'on était plus sur le ROHS, mais on est en train de rentrer aussi dans le Reach pour être un peu plus large. Mais voilà, c'était toutes ces questions-là où on mettait le curseur et comment on le mettait en fonction de nos produits, en fait, c'était un peu ça. Voilà. Alors oui, alors donc je suis désolée hein, pour le règlement effectivement sur les matières extractives. Je ne l'ai pas processé en fait dans ma tête, donc je l'ai vu passer, mais je l'ai pas traité, donc je ne vais pas pouvoir répondre à ça. En fait, c'est vrai que ça c'est une question.
c'est une question compliquée pour tout le monde, en fait. C'est comment on assure effectivement la traçabilité des fournisseurs, en fait. Donc, je crois, Valérie, qu'il va bientôt y avoir quelque chose là-dessus au Des niveau, achats? oui, au niveau des achats, en fait. Oui, on a un atelier dans le cadre du club RSE sur les achats responsables et qui va être animé par quelqu'un du CNA. Donc, c'est le Conseil national des achats. Donc, j'ai plus la date en tête, mais vous la retrouverez sur Intrano et je vous enverrai de l'information. Effectivement, je pense que la difficulté, c'est surtout quand on a des fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4, bah, comment on s'assure que tout au long de la chaîne, on a justement la bonne information. Rang 1, ça doit être plus simple, mais plus on s'éloigne et plus c'est compliqué. Donc, effectivement, cet atelier a pour vocation de peut-être pouvoir répondre à cette question-là. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, le Merci. règlement, excusez-moi, donc le règlement, donc le deuxième règlement sur l'interdiction d'importation de matériaux issus du travail forcé, en fait, le texte, donc ils sont nouveaux, hein, ces textes, ils sont vraiment tout nouveaux et les textes européens, c'est toujours diffusé à plusieurs étages. Donc le texte prévoit que la Commission européenne, en fait, va fournir une liste des produits, des pays où il y a un risque. Donc, pour l'instant, on l'a pas, la liste, en fait. Mm. Voilà. Donc, quand on aura la liste, par exemple, si vos fournisseurs ils viennent de ces pays-là, ben là, vous aurez une petite idée. Mais D'accord. bon, voilà. Donc, voilà. Après, pour moi, ce que je pense qui est le plus compliqué, en fait, c'est quand on fait un questionnaire sur le fournisseur, en fait, et ben, en fait, ça reste qu'un questionnaire. C'est-à-dire que on suppose, en fait, mais c'est une obligation des relations commerciales, en fait, hein. C'est que tout le monde doit agir de bonne foi, etc. Donc, on est bien obligé de faire confiance à son fournisseur. Mais pardonnez-moi, moi, je pense qu'il y a certains endroits où certains pays, on n'est pas obligé de faire confiance, quoi. Et donc, il faut essayer de demander le maximum de preuves. Mais quand la Commission européenne aura publié la liste des États où il y a un problème avec le travail forcé, ça vous aidera déjà à cibler, à faire comment dirais-je, à cibler les fournisseurs qui viennent de ces pays, enfin, importent des produits qui viennent de ces pays-là. Mais c'est compliqué. Donc, effectivement, moi, je ne peux que renvoyer à l'atelier que vient d'évoquer Valérie, parce que moi, c'est pas non plus ma spécialité, ça. La traçabilité, enfin, je veux dire, il y a une obligation de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement, mais comment obtenir les preuves, je comprends que c'est compliqué, en fait. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que pour avoir vu circuler des faux certificats REACH, il faut quand même demander, bah, donnez-moi, par exemple, pour REACH, bah, donnez-moi la liste des substances qu'il y a dans votre produit, hein. Déjà, ça, voilà. Après, effectivement, pour l'histoire du travail forcé, ça, c'est plus compliqué à moins d'aller sur place. Vous allez sur place, mais bon, ça peut vous payer vos vacances, hein, je ne sais pas. Je suis désolée, je n'ai pas entièrement répondu à votre question, mais je ne peux malheureusement pas mieux faire. Non, non, mais c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière petite question puisqu'on arrive à 10 heures? Donc, souvent, vous êtes déjà pris par d'autres réunions après. Non? Eh bien, écoutez, Hermine, je vous remercie au nom de la FQP pour cette préparation, pour cette présentation, donc qui était passionnante, beaucoup d'informations. Un peu trop, Euh, oui, mais non, mais voilà, l'idée de la FQP, c'est systématiquement de mettre un petit peu, de planter des petites graines dans les esprits qui germeront ou pas, et peut-être conforter certains déjà par rapport à ce qu'ils font déjà, ou de se dire, bah tiens, là-dessus, j'ai une petite faille, il faut que je creuse. Donc voilà, ça c'est notre rôle et je pense qu'aujourd'hui on l'a bien rempli. Donc, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à une prochaine fois sur un prochain événement. Donc, nous avons le prochain petit déjeuner du 1er avril sur l'économie circulaire qui sera animé par la CCI Nord-Isère et par Solène Guillet de l'AFNOR. Donc voilà, je vous dis à bientôt.
Ben, merci Bonne pour journée. votre participation, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Au revoir.